Heu, alors, le sujet de la séance d'aujourd'hui, c'est les accréditations et bon, on sait tous, quiconque évolue un peu dans le milieu des écoles de commerce, c'est l'importance qu'ont les accréditations. Mais le but ici, c'est de revenir un peu sur l'histoire pour comprendre d'où viennent les accréditations, pourquoi elles ont émergé, mais aussi pourquoi est-ce qu'il y a cette idée de triple crown. C'est pour ça que je l'ai mis dans le titre. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on en aurait 3? Déjà, pourquoi il y en a 3? Pourquoi il y en a pas 2? Pourquoi il y en a pas qu'une seule? Pourquoi il y en a pas 4? Donc c'est d'essayer de comprendre un peu ça. Alors les accréditations internationales, elles deviennent particulièrement importantes, pour les écoles de commerce à partir des années 80, à peu près. Ça fait écho à des choses dont on a déjà parlé dans les séances d'avant, à savoir l'internationalisation d'abord et l'académisation. Je reviendrai un peu là-dessus et puis on verra que, et c'est là où bon l'ordre chronologique devient un peu arbitraire, mais que ça joue aussi un rôle pour les classements des journalistes. Mais donc voilà, à partir des années 80, on voit émerger les accréditations comme un élément stratégique pour les écoles de commerce. Et aujourd'hui, pour les écoles les plus installées, la reconnaissance de l'accréditation internationale, EQUIS, AACSB, pour certaines AMBA, est quasiment plus importante que la reconnaissance nationale qui peut parfois être quasiment prise pour acquise parce que les écoles sont plutôt installées. Donc, des fois, l'enjeu stratégique se joue surtout sur les accréditations internationales. Donc, je vais faire un rapide tour d'horizon des accréditations, juste pour savoir un peu quand est-ce qu'elles émergent, d'où elles viennent et quels sont leurs enjeux. Puis après, on verra à quel moment elles se rencontrent dans le champ des écoles de commerce, françaises. Alors, la première étape, c'est la plupart du temps la reconnaissance par l'État. Donc, au moment où on est passé à une reconnaissance des diplômes, notamment LMD, avec le processus de Bologne euh, euh, en Union européenne, les masters des universités et des diplômes d'ingénieurs se sont vus attribuer le grade de master automatiquement. Les écoles de commerce, elles, doivent passer devant la commission d'évaluation des formations et des diplômes de gestion, la CEFDG, qui a été créée en 2002, alors qui était à l'époque sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, c'est la CEFDG qui est le premier interlocuteur d'une école la plupart du temps pour faire reconnaître son diplôme. Alors, juste une clarification parce qu'il y a des fois un manque de clarté là-dessus et puis il y a des écoles qui jouent là-dessus parce qu'elles n'ont pas le même niveau de légitimité que les autres. Il y a 3 niveaux de certification. Le premier, c'est la reconnaissance de l'établissement par l'État. Le deuxième, c'est le visa du diplôme avec un contrôle un peu plus étroit sur la pédagogie et les jurys. Et ce qu'on appelle réellement le grade de master, c'est-à-dire le diplôme conférant le grade de master, et c'est ce que regarde particulièrement la CEFDG, c'est là où cette commission s'assure que les enseignements sont adossés à une compétence de recherche de l'établissement dans le domaine considéré. Ça, c'est important de comprendre que pour pouvoir avoir le grade de master sur les diplômes Bac+5 que nous délivrons, il faut qu'on montre que les enseignements sont adossés à cette compétence de recherche dans le domaine particulier de l'enseignement. Donc, ça joue sur la structure de la faculté, ça joue sur la nécessité de la recherche. Un autre élément dans les reconnaissances par l'État, mais qui ne dépend pas de la CESDG, on voit de plus en plus la question de l'inscription au RNCP, donc au Registre national des certifications professionnelles, qui a notamment été un mode de reconnaissance des bachelors, des programmes bachelor. Euh, Deuxième instance de reconnaissance dans la forme d'accréditation de certification des écoles, la conférence des grandes écoles, où l'appartenance constitue, ou constituait en tout cas de fait, une forme d'accréditation avec un certain prestige, parce que la CGE regroupait les écoles les plus importantes qui se nommaient les unes les autres en se cooptant les grandes écoles. Donc ça, c'est pour les enjeux, entre guillemets, nationaux.
le classique de l'accréditation, c'est la ACSB. Alors, c'est une vieille association académique qui vient des États-Unis, hein. La ACSB, ça a été créé en 1916, donc c'est très ancien. Et c'était surtout une manière de réorganiser un petit peu le champ de l'enseignement du business et du management aux États-Unis, qui est très décentralisé, où l'État intervient peu dans les formations. Et on va dire que la qualité était un peu disparate au début du XXe siècle. Et la CSB était d'abord une accréditation des établissements, puis après, ça a été une accréditation des programmes. Maintenant, ils sont revenus sur les établissements. Et c'est une manière de vérifier que les institutions ont un processus d'évaluation de la qualité dans une logique d'amélioration continue. Les écoles restent relativement autonomes, mais elles doivent vérifier qu'elles peuvent délivrer ce qu'elles se proposent de délivrer. Donc, c'est une instance américaine, donc l'American Association of Collegiate Schools of Business, AACSB, donc c'est son titre originel en 1916. En 1996, la ACSB veut s'étendre à l'étranger et ils ont l'intelligence de trouver un nom qui n'est plus états-unien spécifiquement, mais qui conserve l'acronyme. Donc, c'est maintenant l'Association of Advanced Collegiate Schools of Business. Et depuis le milieu des années 90, la ACSB s'étend. On notera au passage qu'il est possible d'être membre de la ACSB en payant une adhésion, une cotisation, mais pas forcément accrédité par la ACSB. Je précise au fur et à mesure, parce qu'en fait, il y a beaucoup de, comme je dirais après, les accréditations servent de clarification pour identifier les écoles les plus sérieuses, mais donc certaines institutions qui sont un peu moins installées ou parfois un peu moins sérieuses jouent sur les termes. Donc, c'est accréditation ACSB, ce n'est pas forcément membre de la ACSB. Les plus sérieuses sont accréditées par la ACSB. Une deuxième accréditation internationale, c'est la MBA, the Association of MBA, qui est une association qui est britannique et qui était, c'est intéressant au départ, c'était des anciens étudiants de MBA américains qui voulaient voir le MBA reconnu en Angleterre. Donc, l'AMBA était une forme de défense du diplôme de MBA comme étant un diplôme légitime. Et ils ont commencé par l'AMBA accréditer des programmes au Royaume-Uni, puis ça s'est étendu à l'Europe et aux pays du Commonwealth. Et depuis 2003, ils ont petit à petit commencé à accréditer d'autres programmes que des choses qui étaient purement MBA. Troisième élément de la Triple Crown, EQUIS, donc European Quality Improvement System. Donc, ça a été créé en 1997 par une instance européenne qui s'appelle l'EFMD, European Foundation for Management Development. C'est une logique d'amélioration continue, donc similaire à la ACSB, et les accréditations sont données à des établissements pour 3 à 5 ans. Donc ça, c'est pour le national France, l'international Triple Crown. Alors, il y a d'autres accréditations qui existent ou de formes de reconnaissance. Il y a l'IPAS, European Program Accreditation System, qui vient aussi de l'EFMD et qui accrédite depuis 2006 des programmes et c'est soutenu par la Commission européenne. C'est souvent un pied à l'étrier pour des plus petites écoles qui se mettent dans le processus d'accréditation et l'IPAS est une première étape. Les IAE, donc ces écoles de management public dans les facs, on en a parlé pendant une des séances du séminaire, ont développé elles aussi une certification avec une multinationale suisse du contrôle de la qualité qui s'appelle SGS et ils ont créé Calicert, qui est un référentiel qui a été conçu pour assurer la qualité et qui a été validé par la conférence des présidents d'université et par le comité national d'évaluation des universités, donc CPU et CNE. Donc, c'est une instance qui permet de reconnaître et d'accréditer les programmes des instituts d'administration des entreprises. Alors, ça, c'est le panorama rapide des différents acteurs. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à une logique de triple crown? Parce que le but, c'est quand même, pour beaucoup d'écoles maintenant, d'être triple accrédité par EQUIS ACSB et AMBA. Donc, dans les années 2000, les accréditations internationales émergent dans les années 80, mais ça devient réellement un enjeu intense dans les années 2000 en France.
hein. Le moteur principal, en gros, c'est l'internationalisation des écoles. Vu qu'elles arrivent à l'international, la reconnaissance par l'État, ça ne dit pas grand-chose dans un système où il y a beaucoup de différences entre les pays. Donc, avoir des accréditations internationales, ça permet de montrer patte blanche dans les partenariats. Euh, Dans les années 2000, EQUIS serait l'accréditation plutôt logique. Elle est locale pour les écoles françaises, elle est continentale, elle est européenne, elle n'est pas dominée par un pays particulier. L'EQUIS est plutôt équilibré, il n'y a aucune des nationalités qui, en tout cas à l'origine, représentait plus de 10% des membres. Donc, l'EQUIS aurait été le mouvement naturel par rapport à la CSB et par rapport à AMBA, qui sont plutôt des extensions anglo-saxonnes. Alors, une chose à préciser, ce n'est pas des institutions qui utilisent les accréditations pour gagner énormément d'argent. Ce n'est pas des vaches à lait pour vendre d'autres prestations. Il y a de l'argent qui circule, ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas des organisations qui essayent de faire forcément du profit. Alors, pourquoi est-ce qu'on a, on a plusieurs accréditations plutôt qu'une? Alors, le mouvement de bascule, c'est vers 95-96. La CSB sait que le FMD, donc European Foundation for Management Development, réfléchit à la création d'une accréditation pour avoir un système un petit peu unifié des business schools en Europe. Et la CSB, apprenant ça, elle propose à EQUIS d'être son opérateur en Europe. En gros, la CSB se servirait de l'EFMD pour faire le travail européen. Le FMD refuse parce que ça les mettait un peu dans une situation de forme de sous-traitance et le FMD propose un accord entre égaux. En gros, chacun accréditerait son institution et il y aurait une reconnaissance mutuelle. Donc, le FMD accrédite en Europe et automatiquement, si on est accrédité par le FMD en Europe, on est reconnu comme étant accrédité à CSB. Et inversement, toute université accréditée à CSB serait reconnue par le FMD comme étant accréditée. Donc, ces négociations, elles ont lieu en 95-96. Là, CSB, fort un peu de son ancienneté et de sa stature, et puis dans une logique un petit peu américano-centrée, refuse et décide de partir à la conquête de l'Europe. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve, vu qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord autour de la mi-année 90, grosso modo, on va se retrouver avec l'extension de la CSB en Europe d'un côté et avec la création de EQUIS, émanation de l'EFMD, de l'autre. Donc, on va avoir cette dynamique qui s'installe à partir de là. Et c'est pour ça qu'on a une triple crown. C'est pour ça qu'on a 3 accréditations et pas une, alors que les gens qui connaissent un peu les détails de ces accréditations savent qu'il y a un chevauchement entre chacune qui est assez important. Donc, il y a des interactions entre, mais elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord à l'époque. Et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile, vu qu'elles ont toutes une certaine ancienneté, une certaine légitimité. Alors, à quoi ça sert l'accréditation et pourquoi c'est une forme d'obsession aussi importante? Le premier élément, c'est que ça permet de donner une certaine clarté aux étudiants. Ça permet d'alimenter des référentiels, des classements, et ça permet aux étudiants d'anticiper une forme de qualité des écoles supérieures de commerce qui pourraient rejoindre. Il y a une sorte de garantie de qualité ou du moins de sérieux des établissements quand ils sont accrédités. C'est pour ça que ça devient une part importante des classements des journalistes. Alors, dans une vision un peu économiste, on pourrait dire qu'il y a une incertitude structurelle sur le marché des écoles de commerce. Il y a une grande diversité du nombre de masters, de MBA, de masters et d'étiquettes. Dans l'enseignement supérieur privé, il y a à boire et à manger, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et pour les étudiants, à part les portes ouvertes, il n'y a pas la possibilité de tester avant d'acheter, dans une version économiste. Donc, on a besoin d'un intermédiaire d'évaluation. Et dans ce contexte-là, l'accréditation justifie de son existence pour permettre aux étudiants d'y voir plus clair en disant « Ok, vous avez un label qualité ».
qui est celui que proposent les accréditations, renforcé, alors je ne vais pas trop développer maintenant, mais renforcé par les classements des journalistes qui utilisent ces accréditations avec une pondération assez élevée pour certains. Et ça, je développerai un peu dans la prochaine séance sur les classements des journalistes. Un deuxième élément qui a été identifié quand même assez fortement, c'est l'accréditation permet un contrôle des enseignements et des enseignants-chercheurs par la faculté. Il faut savoir qu'historiquement, aux États-Unis, la faculté est extrêmement puissante. C'est la faculté qui décide des enseignements, des intitulés, d'énormément de choses. Et donc, l'administration est historiquement une fonction support. La CSB va permettre aux managers, aux administrateurs, à la direction des universités, de reprendre un peu le contrôle sur le contenu. Et quand les accréditations s'étendent à l'Europe, à l'Angleterre, à la France, on voit émerger une dynamique de contrôle managérial via les accréditations. Par exemple, en Angleterre, on peut servir régulièrement de l'accréditation comme prétexte à l'allocation de ressources, de budget, de temps, de personnel, d'heures d'enseignement, d'étudiants. En France, il y a certains programmes qui peuvent être supprimés ou qui peuvent être modifiés par rapport à des exigences de certaines accréditations et des exigences de cohérence par rapport à un référentiel d'assurance of learning, par exemple. Ce qui fait que quand on regarde les critères en détail, notamment EQUIS et ACSB, on va voir l'accréditation influer aussi sur les recrutements, sur les promotions, voire sur les licenciements, puisque le Graal, c'est quand même d'atteindre un certain taux de ce qu'on appelle supporting staff, donc des gens qui font partie de la faculté à temps plein et des académiques. Il y a des taux d'enseignement qui doivent être assurés par des gens permanents et académiques. Ça veut dire que à partir des années 2000, et c'est là où l'internationalisation et l'académisation vont jouer de pair avec les accréditations, on va voir des gens qui doivent avoir un doctorat, qui doivent être publiants dans les disciplines qu'ils enseignent pour pouvoir satisfaire des quotas imposés par des accréditations. La CSB, par exemple, là-dessus est extrêmement claire. Donc, on voit dans l'accréditation et on peut voir dans l'accréditation des outils de management, c'est-à-dire la possibilité d'influer sur la manière dont les institutions fonctionnent en interne, un certain nombre d'arbitrages, de décisions adossés à des accréditations. Et parfois, ça a été vu en France, il y a un certain nombre d'études, je pourrais vous donner les références si vous voulez, où les accréditations ont servi de prétexte à la gestion du changement. C'est-à-dire qu'il y avait un projet de changement stratégique cohérent ou pas cohérent, ça c'est des arbitrages qui ne m'appartient pas de faire, mais il y avait des projets de changement qui n'étaient pas adossés à des accréditations, mais il y a des études qui ont montré que les accréditations servaient de prétexte ou de rhétorique pour favoriser le changement. Donc, vous voyez, l'accréditation n'est pas juste une étiquette externe, elle a plein de ramifications pour les étudiants, pour la faculté, pour l'administration, pour la direction des écoles. Alors, quels sont les risques et les dérives qu'on peut avoir avec ces accréditations? Et je vais aller un peu rapidement là-dessus. Le premier, c'est ce qu'on a appelé une inflation bureaucratique, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de certifications, accréditations, commissions qu'il faut satisfaire. Il y a un chevauchement relativement important, mais pas systématique, qui demande énormément de travail. Et certains et certaines d'entre vous savent à quel point est-ce qu'il faut produire de la donnée, produire des ratios, produire des chiffres, produire des informations. Et tout ça, c'est une inflation bureaucratique. Alors, j'ai assisté, moi, aux formations de la CSB où, de manière un peu ironique, ils n'arrêtent pas de dire « ne créez pas des usines à gaz », mais en même temps, un certain nombre de critères de la CSB et de l'EQUIS et des autres accréditations, par définition, demandent d'extraire beaucoup de données. Et donc, on a une inflation bureaucratique autour de l'accréditation. Et maintenant, les grosses institutions ont souvent une, deux ou trois personnes à temps plein autour de la qualité en général. Quand vous devez régulièrement rendre des comptes à la CEFDG, à la CGE, si en plus de ça, vous avez AMBA, ACSB et QUIS, vous commencez à avoir besoin de personnes qui travaillent là-dessus à temps plein. Donc, voilà, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Le deuxième risque, c'est ce qu'on appelle l'isomorphisme, c'est-à-dire
adopter la même forme. C'est que puisqu'on voit peser sur nous des critères similaires, hein, de la Triple Crown des accréditations, puisque ça va peut-être nous pousser à tous prendre la même forme, à tous se ressembler. Donc, il y a un certain nombre d'études qui montrent que l'accréditation favorise l'isomorphisme, l'adoption de la même forme, de la même organisation et parfois même des mêmes contenus, puisqu'on standardise petit à petit le cours, son format, les crédits. On essaye de standardiser ou de réorganiser les examens. On a une circulation de personnel qui est favorisée puisqu'on essaye de recruter des gens qui viennent d'universités et de business school qui sont elles-mêmes accréditées. Donc, on a une convergence des formes relativement importante et donc un risque d'isomorphisme. Troisième risque, c'est un risque d'affaiblissement de la souveraineté, c'est-à-dire que l'État qui était tout puissant, hein, on a vu dans les séances précédentes, ou en tout cas très influent, soit directement, soit indirectement, sur le contenu des enseignements et sur les écoles de commerce. Alors, pas aussi puissant que dans d'autres espaces de l'enseignement supérieur, mais quand même avec une certaine influence. Bah, petit à petit, on voit que ce qui va être défini comme étant important dans une école de commerce va nous venir de plus en plus d'instances et d'institutions internationales, non nationales, non francophones, pas forcément européennes, ce qui peut être vu comme une forme d'affaiblissement de la souveraineté étatique. Euh, et pour conclure un peu rapidement et avec ironie, on voit tellement d'accréditations aujourd'hui se multiplier qu'on peut se demander si à un moment on va accréditer les accréditations. Parce que bon, la Triple Crown, ça commence à faire beaucoup, mais on voit d'autres référentiels monter et se propager, notamment par des effets de marché, c'est-à-dire des écoles qui ne peuvent pas être Triple Crown, mais qui sont quand même en recherche de certification, d'accréditation et de reconnaissance. Donc, est-ce qu'à un moment, on va accréditer les accréditations, c'est-à-dire est-ce qu'on va établir des critères de ce que serait une bonne accréditation? Alors là, le serpent se mord un petit peu la queue, mais il y a certaines accréditations ou certifications aujourd'hui qui sont un peu fantaisistes. Donc, on pourrait se poser la question de comment est-ce qu'on va décider lesquelles sont importantes. Si vous voulez lire un peu plus là-dessus, je vous conseille deux lectures. Il y a un article assez intéressant, il date de 2007, mais je vous le recommande quand même, par Jean-Pierre Nioche, qui s'appelle «La montée en puissance des accréditations non étatiques», et il me semble qu'il est en accès libre sur Kern de mémoire, mais même s'il est en 2007, en fait, il se positionne à un moment où les accréditations, je vous ai dit, ça devient très intense dans les années 2000, donc c'est un moment de tournant et de bascule, donc il y a un certain nombre de choses très, très intéressantes et c'est accessible. Je vous en ai déjà parlé, mais l'excellent bouquin de Rakesh Khurana, alors c'est en anglais, mais qui fait l'histoire des business schools américaines et donc qui a tout un développement évidemment sur la ACSB. Et qui est intéressant à voir. Je ferai peut-être l'année prochaine un séminaire sur les différents pays pour voir l'histoire des business schools dans les différents pays, mais ça, c'est une excellente lecture. Voilà pour creuser un petit peu. Évidemment, il y a toujours plein de choses, mais j'essaye de m'en tenir à deux sources à chaque fois. Et juste pour finir, la prochaine séance qui sera en écho avec ça, c'est pour ça que j'en parle maintenant, le mois prochain, sera sur les classements. Et vu que les classements se basent aussi sur l'académisation, l'internationalisation et les accréditations, vous voyez que ces 4 séances fonctionnent un peu en écho les unes avec les autres. La chronologie est un peu artificielle pour en parler, ce n'est pas vraiment les uns après les autres, mais vous voyez que ça s'enchaîne. Voilà pour les accréditations des écoles de commerce.